Les espions font souvent basculer l'histoire. Dans l'ombre depuis des siècles et partout sur la planète, certaines opérations ont défini le monde tel que nous le connaissons. Vous écoutez Nid d'espions, le podcast de l'Express consacré au renseignement. Je suis Charlotte Baris et tous les mercredis, avec Étienne Girard, le directeur adjoint de la rédaction, on ouvre un dossier secret défense dans lequel le rôle des espions a tout changé. Tu dois être capable de faire n'importe quoi pour ton agent. Passer des heures entières avec lui, des jours, des semaines complètes sans jamais rentrer chez toi. Tu dois connaître sa femme, ses parents, le prénom de ses gosses, la date de leur anniversaire. Tu dois pouvoir nier ta vie pour ton agent. La seule chose que tu ne puisses pas faire, c'est de le considérer comme un être humain. Un agent n'est pas un être humain. C'est une arme. À Damas, un groupe de terroristes est identifié par les agents de la DGSE, le service de renseignement extérieur français. Alex, interprété par Gérard Lanvin, est le chef d'équipe pour cette nouvelle mission. Il recrute dans ses rangs Diane, une étudiante en langues orientales et petite amie de son fils. Bon, ici je m'appelle Alex, et vous êtes à la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, les services secrets français. Et à partir d'aujourd'hui commence votre formation d'officier traitant, donc, pour être opérationnel, 6 points à retenir. Envoyée à Beyrouth, au Liban, elle se rapproche d'Al-Barad, le chef de la cellule du groupe terroriste. Cet homme s'appelle Salem Al-Kadba, soudanais, membre de l'Union des tribunaux islamiques somaliens. Proche des milieux talibans, il a disparu pendant plusieurs années avant de réapparaître en Irak. Certainement une petite main du réseau. Quant aux 2 autres, inconnus. Notre source ne les avait jamais vus. Alors à nous de savoir ce qu'ils préparent. Au travail. Dans le même temps, à Lille, Pierre, un petit voyou envoyé en prison, se lie d'amitié avec un réseau djihadiste. À sa sortie, il est envoyé en Afghanistan dans un camp d'entraînement. De son côté, Diane, en mission, est démasquée. Elle est ramenée à Paris par Al-Barad, qui veut assister en personne à l'attentat qu'il prépare. C'est à ce moment-là que l'apprentie espionne croise le chemin de Pierre, qui, désormais enrôlé, participe à l'opération terroriste. Tous deux se rendent compte qu'ils ont chacun de leur côté été manipulés par leurs employeurs. Je suis un patriote, Diane. Si le service me demandait de surveiller ma propre mère, j'obéirais. Ce qui t'est arrivé arrive à plein de gens, tu sais. Partout, des gens comme toi croisent des gens comme moi. Ce film d'espionnage, c'est Secret Défense. Il est sorti en 2008. Pour coller à la réalité, le réalisateur Philippe Haïm n'a pas reçu l'aide directe de la DGSE, mais tout de même celle d'anciens agents et experts du secteur. Parmi eux figurait Éric Denessé, un expert géopolitique et spécialiste de l'espionnage. Son implication a été totale, il a aidé à la préparation du film, conseillé le scénariste et même obtenu un petit rôle de chimiste. Mais Éric Denessé ne se contentait pas de conseiller le cinéma. Il était un véritable passeur entre la communauté du renseignement et le grand public. Durant toute sa carrière, il a essayé de rapprocher les deux mondes avant d'être retrouvé mort dans sa voiture en juin 2025. Le mieux placé pour nous parler de la carrière d'Éric Denessé jusqu'à sa disparition, c'est bien sûr Étienne Girard, spécialiste des questions d'espionnage à l'Express. Bonjour Étienne. Bonjour Charlotte. Étienne, Éric Denessé était une personnalité reconnue, écoutée dans le milieu du renseignement, mais son nom est véritablement devenu connu du grand public en juin 2025. À sa mort, son nom dépasse largement le cercle des spécialistes. L'information se répand très vite, elle déclenche une vague de réactions où les hommages se mêlent à des lectures plus critiques, notamment sur son parcours et ses positions. Et l'affaire va intéresser des milieux assez complotistes. Pour comprendre cette trajectoire, il faut revenir au point de départ. Le renseignement, c'est un milieu dans lequel Éric Denessé plonge très jeune. À la sortie de ses études de géographie et d'histoire des relations internationales, Éric Denessé débute sa carrière très brièvement au sein de la Marine nationale, puis au secrétariat général de la Défense nationale. On est en 1986, il a 23 ans. Après quelques années dans la fonction publique, il poursuit son chemin dans le privé et se spécialise dans l'intelligence économique. Il devient responsable notamment de la communication de la société NAFCO. C'est une filiale du groupe DCI, Défense Conseil International. C'est du conseil aux États, à la lisière du public et du privé. Et puis, au milieu des années 90, il intervient en Birmanie pour défendre les intérêts de Total. La multinationale française d'hydrocarbures doit faire face à la guérilla locale.
À cette époque, Total participe à ce qu'on appelle le projet Yadana. Il s'agit d'un projet d'exploitation du champ gazier de Yadana, on est en mer d'Andaman, et de transport du gaz vers la Thaïlande. Mais dans les années 90, la Birmanie est dirigée par une junte militaire qui est accusée de graves violations des droits humains. Ils sont attaqués notamment pour avoir usé de travail forcé, pour déplacement de population et avoir eu recours à la violence pour sécuriser le projet. Ce qui est reproché à Total, c'est d'avoir profité indirectement de ces abus, voire d'avoir collaboré avec l'armée pour protéger ses installations. Et c'est dans ce contexte qu'Éric Denessé, qui lui est expert en intelligence économique donc, est sollicité pour apporter un éclairage stratégique sur l'environnement local. Globalement, ce que font les professionnels dans ce cas-là, ils se renseignent sur qui prend les décisions, qui est influent, comment gérer la situation au mieux au niveau communication et influence. Plusieurs plaintes ont été déposées en Europe et aux États-Unis contre Total. L'entreprise, elle nie avoir participé à ce type de trafic. Elle reconnaîtra avoir versé des compensations à certaines victimes et avoir conclu des accords amiables en 2025. Toujours dans ce même domaine, le spécialiste crée et dirige le cabinet d'intelligence économique Argos avant de fonder son propre groupe d'influence. Le tournant de la vie d'Éric Denessé, c'est quand même 2000, quand il crée le CF2R, sigle pour Centre français de recherche sur le renseignement. Il est pensé comme un cercle de réflexion privée sous sa direction et affiche une ambition claire, celle de créer une culture du renseignement en France. Dans la presse, il est parfois présenté comme le think tank des espions et de fait, le CF2R va tout de suite très bien marcher. Pendant longtemps, Éric Denessé a bénéficié d'une certaine aura et d'une crédibilité dans le milieu des médias et aussi milieu professionnel du renseignement. Il a beaucoup de contacts dans le renseignement, beaucoup d'anciens dirigeants de la DGSE ou d'autres services de renseignement français qui sont amis avec Éric Denessé, qui l'estiment. On lui reconnaît généralement un mérite majeur, c'est celui d'avoir fait tomber les cloisons entre le monde du renseignement, de l'espionnage et le monde plus académique, celui de la recherche universitaire. Il s'appuie sur un vaste réseau. En revanche, Éric Denessé est aussi connu pour un tempérament particulier. C'est une personnalité très cash, avec un franc-parler. Et au fil des années, cette liberté de ton qui a fait son succès aussi a fini par se retourner un peu contre lui. Ce prestige a fini par s'effriter à mesure que ses engagements ont été considérés plus discutables, plus controversés. Tu parles ici, Étienne, de ses positions anti-américaines et pro-russes qui infusent également dans la ligne éditoriale de son think tank, le CF2R. C'est ça. Et là, il y a un point de bascule aussi, c'est 2010, les printemps arabes, et l'analyse que fait Éric Denessé des printemps arabes. Situation toujours extrêmement tendue en Tunisie. Depuis 12 jours, des affrontements opposent régulièrement la police à des manifestants, notamment de jeunes diplômés qui ne trouvent pas de travail. Alors que la plupart des experts voient dans ces révolutions un véritable souffle démocratique, il y avait vraiment des gens dans les rues, et ils n'étaient pas manipulés, on leur tenait pas la main. Mais Éric Denessé, lui, dénonce des coups d'État militaires masqués. Et il traduit ça, selon lui, c'est une grande opération de déstabilisation qui est instrumentalisée par les États-Unis et donc par la CIA. Dans une interview donnée à la Tribune, on est en 2011, le directeur du CF2R raconte ne pas croire à des révolutions spontanées. Il pense qu'elles sont le résultat d'années de préparation via des conférences organisées sous l'égide d'ONG américaines. Alors ces conférences ont vraiment existé. Ce qui est un peu surprenant dans son analyse, c'est la place qu'il accorde et qu'il donne à ce type d'initiatives qui ont quand même dans ces pays une influence modeste. Mais lui considère que ces révolutions sont très encadrées et encadrées par les États-Unis, par la CIA. Cette analyse, elle est théorisée dans l'ouvrage collectif du CF2R paru en 2012 et qui est titré « La face cachée des révolutions arabes » aux éditions Ellipse. Dans ce livre est développée l'idée qu'il s'agit d'une guerre cognitive où les États-Unis auraient orchestré les soulèvements populaires pour remodeler la région à leur guise. Là, on sort un peu du champ universitaire, du champ académique, pour entrer dans le champ de l'influence. Éric Denessé prend des positions qui ne font pas consensus, c'est le moins qu'on puisse dire au sein de la doctrine. Une grille de lecture qui ne se limite pas aux publications du CF2R, elle se prolonge, se radicalise parfois jusque dans les prises de position publiques du directeur du centre. En 2015, Éric Denessé sera en Crimée. Il défend l'annexion par la Russie. Puis vient la guerre en Ukraine, en 2022.
Là, il multiplie les sorties, alors notamment lors d'une prise de parole sur CNews. Il dénonce la manière dont les faits sont présentés et tient des propos qui ont marqué, des propos pro-russes. Poutine, certes envahisseur de la Russie, porte tous les torts alors que les responsabilités sont très largement partagées. D'une part par les États-Unis qui ont poussé véritablement le régime ukrainien à provoquer la Russie et d'autre part par les États-Unis qui aussi ont essayé de faire tomber Poutine dans ce piège pour l'amener à se décrédibiliser durablement. Des positions qui s'inscrivent aussi dans un contexte de rapprochement assumé avec des figures très à droite, voire d'extrême droite. Éric de Nessé a évolué dans des cercles aux orientations de plus en plus marquées, alors sans pour autant être lui-même un personnage explicitement politisé. Dans le domaine médiatique, on peut remarquer qu'il collabore, qu'il donne des entretiens avec plusieurs médias classés très à droite ou pro-russes, comme Omerta, par exemple. Il participe aussi régulièrement à des colloques, des événements avec le Dialogue franco-russe. Ça, c'est une association pro-Kremlin coprésidée par Thierry Mariani, le député européen Rassemblement national. Et il a également été le conseiller diplomatique officieux de Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et rallié à Marine Le Pen entre les deux tours de la dernière élection présidentielle. Travaillait pour lui en vue de l'élection présidentielle de 2027. Caroline Galacteros, qui a été la conseillère diplomatique d'Éric Zemmour, figurait, pour finir de brosser le tableau, parmi ses amis. Ces prises de position ont suscité le débat tout au long de sa vie, et même après, on l'a dit, c'est au moment de son décès que sa personnalité devient plus connue du grand public. Justement, Étienne, dans quelles circonstances Éric de Nessé a-t-il été retrouvé mort ? C'est sa sœur qui découvre le corps de son frère 2 jours après la date estimée de sa mort, soit le 11 juin 2025. Il se trouvait dans sa voiture, près de où il habitait, à Serraval, en Haute-Savoie. Les portières sont verrouillées, un fusil de chasse est à ses côtés, il avait 62 ans. Tout laisse donc penser à un suicide, et c'est bien la conclusion rendue par la justice au terme de l'enquête. Pourtant, ce compte-rendu n'a pas suffi à convaincre la famille d'Éric de Nessé. En tout cas, certains membres de sa famille, ainsi que certains de ses proches, quand l'Express avait consacré un article à sa mort en juin 2025, donc, certains témoins nous avaient effectivement expliqué ne pas croire qu'il avait pu mettre fin à ses jours, même s'il connaissait ses difficultés financières en rapport avec des contrats perdus pour relier à ses prises de position. Et plusieurs de ces témoins de notre article imaginaient qu'il aurait pu être victime de ces prises de position, qu'on aurait pu attenter à sa vie en raison de ces prises de parole publiques. Autant dire qu'il s'agit de propos qui les regardent et il n'y a aucun fait extérieur qui vient accréditer cette thèse. Alors, selon leur thèse, qu'est-il arrivé à Éric de Nessé ? En gros, certains de ses proches, et ça a été relayé par la propagande russe sur les réseaux sociaux, des canaux très pro-russes, voire liés au Kremlin, estiment qu'il a été victime d'un homicide, qu'il a été tué, qu'il a été assassiné. Pour donner du poids à cette hypothèse, il s'appuie notamment sur une corrélation chronologique avec un autre décès. Ils inscrivent cette mort dans la vague de suicides au sein de la DGSI. Effectivement, il y a eu plusieurs suicides au sein du renseignement intérieur français, mais c'est pas une spécificité du renseignement intérieur, parce qu'on sait que dans la police, il y a beaucoup de suicides tous les ans. Il s'appuie aussi sur le suicide d'Olivier Marleix, le député Les Républicains, qui est décédé quelques semaines après Éric de Nessé. Lui, il est mort le 7 juillet 2025. Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai une immense tristesse de vous confirmer que notre collègue Olivier Marleix nous a quittés. C'est une onde de choc. En sa mémoire, je vous propose de respecter 1 minute de silence. Eux imaginent l'existence d'un complot voué à faire taire ceux qui s'opposaient aux intérêts américains. Olivier Marleix, il s'était opposé, pour des raisons de respect de la souveraineté nationale, à la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric, conglomérat américain. Alstom, c'est ce grand groupe industriel français qui cède sa branche énergie à General Electric, donc entreprise américaine, en 2014. Alstom bientôt sous contrôle américain, rien n'est encore gravé dans le marbre, mais le groupe pourrait céder son secteur énergie, le plus important, à General Electric. Le gouvernement va tenter jusqu'au bout de trouver une alternative. Beaucoup de questions autour de cette transaction estimée à 10 milliards d'euros.
Cette branche était stratégique pour le nucléaire français. La vente est très critiquée. Éric Dénessé fait partie de ces voix très critiques. Olivier Marleix aussi, puisqu'il est président de la commission d'enquête parlementaire sur Alstom. Il critique la dépendance que cette vente crée envers une entreprise américaine, d'autant que le géant américain supprime des postes dès après la vente et un plan qui était caché au moment de cette transaction. Leur grand ennemi pour le responsable, c'est Emmanuel Macron. Un des responsables, du moins, à l'époque, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, chargé des affaires économiques. En 2014, il devient ministre de l'économie et il valide l'idée de cette vente d'Alstom à General Electric. Pour lui, il s'agit de sauver Alstom, c'est comme ça qu'il l'a présenté, mais certains lui reprochent, notamment Éric Dénessé et Olivier Marleix, de ne pas avoir assez protégé les intérêts français. L'argument principal de ces soupçonneux, c'est de dire que deux anti-américains qui se suicident au même moment, c'est bizarre. Certains, il y a eu notamment un message sur Telegram, par exemple, d'Alexandre Keller, qui est un ancien salarié de Russia Today, qui a évoqué un délire de Macron. Donc certains estiment qu'ils ont été éliminés sur ordre d'Emmanuel Macron. Cette thèse, elle est donc portée par certains de ses proches, mais est-ce que le renseignement français s'est justement exprimé à ce sujet ? Alors il y a une figure du renseignement français qui a pris la parole lorsqu'il a appris la mort d'Éric Dénessé. Il s'agit d'Alain Juillet. Alain Juillet, il a débuté sa carrière au service action du SDEC, l'ancêtre de la DGSE. Il a travaillé longtemps dans le secteur privé. Et en 2002, surprise générale, il devient directeur du renseignement de la DGSE. Éric Dénessé et Alain Juillet étaient proches. Alain Juillet, c'est un grand soutien d'Éric Dénessé, un membre du comité stratégique du CF2R. Lui aussi était contre la vente d'Alstom à General Electric. Et à la mort d'Éric Dénessé, il s'exprime et il considère qu'il y a un loup, quelque chose de mystérieux à lever. Le problème, c'est que, bien sûr, quand vous cherchez à savoir la vérité, à l'expliquer et la publier, vous faites des ennemis, c'est ceux qui ne veulent pas entendre parler. Hein. Donc c'est vrai qu'avec le temps, il s'était fait beaucoup d'ennemis. Des trajectoires qui rappellent une chose, dès qu'il est question de renseignement, les interprétations débordent souvent le cadre des faits. L'intérêt des sphères complotistes pour cette affaire n'est pas fortuit. L'espionnage, c'est une matière très proche du secret, très proche de choses qui sont tues, et de là, possiblement très proche du complotisme, dans la mesure où l'espionnage, c'est le monde du complot, c'est le monde de vrais complots, et quand il y a de vrais complots, et quand on sait qu'il y a des vrais complots, on peut avoir tendance à en imaginer de faux. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nid d'Espion, le podcast de l'Express consacré au renseignement. Il était raconté par Étienne Girard, directeur adjoint de la rédaction spécialiste des questions d'espionnage. Mélanie Pierre était à l'écriture et au montage, Jules Cros à la réalisation. Ce podcast est à retrouver chaque mercredi sur toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcast ou Castbox, mais aussi sur la chaîne YouTube de l'Express et sur notre site internet. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires. Et pour ne rien rater, pensez, chers auditeurs, à vous abonner à l'Express Podcast. À bientôt.